بيتور قام بجمع التوقيعات اعتمادا على المواطنين ولم يعتمد على المنتخبين، والأصداء أكدت أنه تمكن من جمع التوقيعات ولكنه لن يتقدم إلى المجلس الدستوري. جمع توقيعات من المواطنين إيمانا منه بضرورة تجنيدهم تحت ما سماه مشروع جزائر السلام والعدالة والازدهار، وهو الرمز الذي حمله دائما. ودعا إذن بن بيتور إلى مواصلة النضال السياسي وأكد أنه لن يستقيل من العمل السياسي. ومشاهدينا نربط الآن الاتصال مباشرة بمقر الندوة الصحفية التي يعقدها محمد الطاهري على الجنرال المتقاعد، وهو أيضا أحد المرشحين للرئاسيات القادمة، ومن المنتظر أن يعلن أيضا عن موقفه وربما سيلتحق ببن بيتور وينسحب من سباق الرئاسيات. إذا مشاهدينا نترككم مع كلمة السيد يعلى ولنعود. On ne peut pas laisser comme ça, parce que l'opinion internationale, mais l'opinion internationale, ce sont les intérêts qui les guident. C'est les intérêts souvent immédiats pour certains. C'est des intérêts immédiats. Maintenant, ils sont achetables aussi. Vous savez, la corruption en Algérie, vous parlez de la corruption, elle est une des plus fortes du monde. Mais les corrupteurs, où est-ce qu'ils sont? Ils sont de l'autre côté. Les corrupteurs, ils sont ailleurs. Non, on va pas faire... C'est pas une révolution mondiale qu'on va faire, mais on veut balayer chez soi. On veut construire notre pays. On veut que l'intérêt de notre pays, surtout de nos citoyens, et surtout ceux qui vont venir à la vie dans les années qui viennent, il faut qu'ils trouvent un pays apaisé, un pays développer un pays fort, et on est capable de le faire, parce que nous avons les ressources humaines qu'il faut, et on est capable de le faire parce que nous avons toutes les ressources non humaines, enfin je voulais dire par là les ressources primaires, les ressources minières et l'énergie qu'il faut. Il faut avoir une place dans le monde ou disparaître. Si on n'a pas une place dans le monde, si on n'émerge pas, on va disparaître. Moi, je vous le garantis que si l'Algérie n'émerge pas, elle va disparaître, et sa disparition, elle viendra beaucoup plus tôt qu'on vous le pensez. Monsieur Hanna, je reviens sur votre déclaration. Je reviens sur votre déclaration. Vous parlez d'un clan mafieux, d'un pouvoir illégitime et anticonstitutionnel. C'est des accusations très fortes. Oui. Mais quelle est la part de la responsabilité de l'armée pour arriver à cette situation-là? Vous me ramenez à un débat presque byzantin. L'armée, c'est qui l'armée? C'est qui l'armée? C'est moi. Moi, j'étais dans l'armée. C'était moi l'armée. Oui. Moi, j'étais l'armée. Oui. Tout ça, évidemment, ce sont les ingrédients de ce que j'appelle la Première République, où, depuis 1962, peut-être même un peu avant, il y a le militaire qui joue un rôle, parce que légitimité révolutionnaire et tout ça, le militaire qui joue un rôle dans le politique. Et d'ailleurs, j'ai appelé aussi les anciens de la LN, parce qu'ils ont une responsabilité aussi. Ça vient dans la profondeur de notre histoire, de notre révolution, ça vient d'un grand malentendu qui a été alimenté par un certain nombre de gens qui avaient des ambitions particulières, peut-être un peu plus fortes, et qui étaient alimenté aussi par ceux qui étaient les adversaires de l'Algérie. C'est cette histoire vous vous rappelez d'histoire du politique qui doit commander le militaire, etc., dans le congrès de la Soumam. Vous vous rappelez de ces questions-là qui ont été un peu reprises fortement juste après, mais dénoncées aussi. D'ailleurs, les dénonciations sont parues dans la presse française de l'époque coloniale, hein, si vous vous souvenez bien de ces choses-là. Et vous vous rappelez qu'ensuite on a monté toute une guerre de clans qui dit que bon, le militaire alors qu'on était. Mais qui était militaire en 1956? Qui était militaire en 1956? Personne n'était militaire. C'était tous des
C'était tous des militants armés, des militants pour la libération. Ils avaient un objectif, l'indépendance de l'Algérie. Et ils se sont... ils ont sacrifié leur vie, la plupart, et puis ceux qui ont survécu, bon, ils ont quand même sacrifié leur vie. Ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Mais qui était militaire? Il n'y avait pas de militaires. Il n'y avait pas vraiment de militaires. On a joué sur ce. Alors qu'à l'origine, cette expression de le politique prime sur le militaire, c'était une expression, c'était une donnée stratégique. Parce que dans une guerre asymétrique, dans une guerre du faible au fort, une guerre révolutionnaire, c'est une guerre du faible au fort. L'armée algérienne, la LN, à l'époque, elle avait quelques milliers d'hommes. L'armée française, elle pouvait mobiliser plus d'1 million. Donc, vous voyez le rapport. L'armement, c'est la même chose. Le niveau, le rapport des forces en termes de technologie militaire, avions, les avions, les systèmes d'armes qu'ils avaient, le maillage électronique qu'ils avaient à l'époque déjà, le rapport de force était très très fort. Donc dans une guerre révolutionnaire, et ça c'est toutes les guerres révolutionnaires, c'était comme ça, l'objectif politique prime sur l'objectif militaire. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a un but politique, quand il y a un but militaire, point, il ne faut pas le faire. S'il y a un but politique derrière, c'est-à-dire devant, il prime. Alors, les gens qui ont rédigé la plateforme de la SOUMAM, je crois, les gens qui ont rédigé, ils avaient des enseignements sur les guerres révolutionnaires, qui se sont passées au siècle. Et c'est une des données qui se trouvait partout. Quand il y a une guerre asymétrique, il faut que le but militaire soit... Il prime sur le... Le militaire prime sur le civil, le politique prime sur le militaire. Alors ça n'a absolument pas, ça n'a pas de sens. Et on a continué parce que ça, c'est des facteurs de division. Et l'Algérie, plus on la divise, mieux ça fait plaisir à ceux qui gouvernent. Et plus ça fait plaisir aussi à ceux qui sont à l'extérieur, qui veulent la combattre. Alors, on est parti sur un malentendu historique pour arriver à dire les militaires, on est toujours au même débat 50 ans, ou presque 60 ans plus tard. Ça s'est passé, je crois, en 56, ces histoires-là. C'est le but militaire. Ça, même si vous lisez les rapports, les premières guerres du Vietnam, enfin l'Indochine, les guerres de libération, le Mao Tse-tung, c'est chez eux qu'ils avaient déjà défini qu'il fallait que le but militaire ne soit pas pris comme un tout. C'est le but politique. Vous savez, en Afrique du Nord, je dis bien en Afrique du Nord, au Rif, il y avait un monsieur qui s'appelait Abdelkrim Al-Khattabi, je crois, vous le connaissez dans l'histoire. Il avait fait la révolution pratiquement, le Rif, les années 20, 25, 26, je ne me rappelle pas exactement des dates, et une révolution populaire. Mais il n'a pas placé le but politique avant le but militaire. Eh bien, il a été mis en échec terriblement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait le but militaire, il l'a réussi à 100%. Il y avait une garnison espagnole dans le Rif. Vous savez, le Rif jusqu'à la frontière, jusqu'à 30 km de la frontière algérienne, jusqu'à l'Atlantique, le Rif. Il y avait 25 000, une garnison, enfin des garnisons espagnoles de 25 000 hommes. Alors, je veux dire, l'histoire ne le raconte pas suffisamment. Il a mis hors de combat toute la garnison espagnole, 25 000 hommes hors de combat, 11 000 morts et je ne sais pas combien les autres prisonniers blessés, etc. Il a mis hors de combat toute la garnison espagnole en quelques mois. Et puis il y a eu le reflux militaire, il a été écrasé. Parce que le but politique prime sur le but dans les guerres asymétriques. Et voilà. Et on en est là. Moi, je pense que le politique prime sur le militaire. Moi, je pense aujourd'hui que le politique prime sur le militaire. Et si le militaire
doit être élevé à un niveau qu'il faut, c'est parce que la sécurité prime surtout, et la sécurité du pays doit être conservée. C'est ce que j'appelle, moi, le système immunitaire de l'Algérie. Mais c'est le politique qui le construit. C'est le politique qui construit les relations, qui construit les mécanismes. Dans la Deuxième République, si on arrive, tous ces problèmes ne seront pas des problèmes. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par Deuxième République? Parce Ah bah. En général, ce qu'on sait des nouvelles républiques, C'est la toujours, Constitution. C'est ça? Par la violence. Je prends par exemple, pour lutter contre les monarchies au XIXe siècle, ou alors un exemple assez récent, 58, avec le putsch des généraux contre De Gaulle. Ça se fait toujours. Quand on dit on va vers une nouvelle république, on pense toujours à la violence. Non, vous savez, non, vous me donnez. Non, la Deuxième République, c'est presque un slogan. Pour moi, c'est un slogan parce que c'est ce que j'appelle la République, une République basée sur un État de citoyenneté. Je dis Deuxième République parce que je mets tout ce que nous avons vécu depuis 1962 dans un système qui a failli, donc il fallait absolument changer les mécanismes, changer carrément l'État par un État de citoyenneté. J'appelle ça Deuxième République parce que il faut, mais comme un slogan. Enfin, ceci dit, vous avez parlé tout à l'heure de la France. Vous avez dit De Gaulle. Non. De Gaulle est arrivé dans la 4e République. Non, attendez. Je vais vous dire tout simplement. En 58, il est arrivé dans la 4e République. Et il s'est mis dans une posture pour faire une transition pour la 5e République. Et la 5e République, elle a été créée en France en 1959. C'est-à-dire une année après ça, un peu plus d'une année, je crois, après son arrivée. Donc qui dit République dit Constitution tout à fait nouvelle, avec d'autres, comment on appelle ça, d'autres équilibres, des nouveaux équilibres du pouvoir. C'est-à-dire les grands équilibres, les grands... je vais pas trop développer, peut-être que je le ferai une autre fois, comment on voit ça dans un état de citoyenneté. Mais si on passe dans un état de citoyenneté, on passera nécessairement dans un autre état. C'est vraiment une autre république, et je pense que ce qu'il nous faut pour avancer, pour que le pays avance. Et moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas trop de ne pas avancer, mais de périr et de disparaître. Voilà, c'est ça l'inquiétude, parce que le monde est actuellement dans un virage extrêmement, le monde, l'humanité, je parle du monde, il est dans un virage extrêmement étroit. Il y a toute une stratégie entre les puissants et ceux qui n'ont pas de puissance, et une stratégie pour disons, pour garder cette puissance le plus longtemps possible. Il y a des idées qui sont, depuis les années 90, qui se sont concrétisées dans certains pays au fur et à mesure, comme cette histoire de nouvel ordre mondial, comme cette histoire de Grand Moyen-Orient, comme cette histoire... Et nous sommes à l'intérieur du cyclone, à l'œil du cyclone. Pourquoi? Parce que l'Algérie, c'est un grand pays. Parce que l'Algérie a toutes les possibilités de devenir un pays extrêmement prospère par le travail des Algériens. Parce que l'Algérie a tout ce qu'il faut pour être au milieu de ce siècle compté parmi les pays les plus riches du monde, avec une profondeur stratégique extraordinaire, parce que nous avons une histoire aussi qui est extraordinaire. Nous ne la lisons pas suffisamment, nous ne le disons pas suffisamment. C'est l'Algérie qui a libéré du colonialisme une bonne partie de l'Afrique. C'est l'Algérie qui a permis toute la colonisation de l'Afrique noire
parce que toutes les traces, toutes les lignes stratégiques, toutes les lignes historiques de l'Algérie aboutissaient jusqu'au milieu, à l'équateur, jusqu'au centre. Et l'Algérie, elle a un rayonnement historique, elle a un rayonnement stratégique. Et c'est dommage que ce pays, parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts étroits et qui ne veulent pas rendre des comptes, c'est dommage qu'on l'amène au gouffre. Encore une question. ما سمعكش مليح أنا. إذن مشاهدينا تتابعون أجوبة السيد محمد يعلى الطاهر المرشح لرئاسية 2014 والذي طالب بتوقيف المسار الانتخابي ودعا كل مؤسسات الجمهورية وبالخصوص الضباط السابقين في جيش التحرير الوطني للتدخل لوقف المسار الانتخابي. إذن مشاهدينا هو يلتحق بركب المقاطعين الانتخابات والمنسحبين من هذا السباق. نقلنا لكم قبل قليل إعلان أحمد بن بيتور انسحابه هو الآخر من رئاسية أفريل القادم. نتابع مشاهدينا كلمة السيد على الطاهر ولا نعود. Puis ça marche partout sauf là-bas. Donc il y a quelque part des guides, des reines, enfin qui m'a dit quand on tire comme ça et comme ça. Bahreïn a échappé parce qu'elle ne figure pas dans le nouvel Moyen-Orient, le grand Moyen-Orient. Elle ne figure pas parce que c'est un petit morceau de pays, c'est pas un grand pays, donc ils vont le laisser. Par contre, les pays les plus intéressants, c'est pour les détruire. D'abord, il y a eu l'Irak, ensuite il y a la Libye, mais le plus intéressant de tous ces pays, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie qui est la plus. Une fois que l'Algérie aura les deux genoux à terre, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien pour ce que j'appelle l'ultralibéralisme et la globalisation basée sur la finance internationale. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Quand l'Algérie mettra un tour. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que j'ai dit il y a quelques temps. Il y a presque 30 ans de ça, enfin en 86, l'Algérie était à la veille d'une crise très importante parce que le pétrole, jusqu'à présent encore plus, le pétrole il coûtait $40 le baril, on va $7 le baril. Où l'Algérie avait des relations internationales, il y avait des pays qui soi-disant, aimaient notre pays. Il y a eu quelque part dans un pays un dialogue entre les responsables de ce pays-là. Il y avait ceux qui disaient, écoutez, ce pays, comme on s'est approché d'eux, ils ont besoin de notre aide, on va leur tendre la main. Et le responsable de ce pays-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous savez, c'était en 86, hein? Vous savez, ne me demandez jamais de tendre la perche à l'Algérie. Il faut toujours veiller qu'elle garde un genou à terre. Parce que le jour où elle se lèvera, elle se mettra debout, on ne saura pas où est-ce qu'elle peut aller. Alors, on peut aller très loin. Alors on fait tout pour que l'Algérie lève ses genoux. Salam alaikum. إذن مشاهدينا كانت هذه كلمة السيد محمد يعلى الطاهر الذي أعلن انسحابه من رئاسية أفريل القادم وطلب بتوقيف المسار الانتخابي ودعا كل مؤسسات الجمهورية وبالخصوص الضباط السابقين في جيش التحرير الوطني للتدخل لوقف المسار الانتخابي.